Du 31 mai au 23 juin 2022, s'est tenu le Printemps des Solidarités, organisé par la métropole de Lyon. Cet événement, proposé dans le cadre de la construction du projet métropolitain des Solidarités 2023-2027, a permis à plus de 1200 professionnels de différents horizons d'échanger autour d'un cycle de conférences, de tables rondes et de visites de lieux inspirants sur notre territoire. Bienvenue dans ce podcast, replay de la 5e table ronde sur la démocratie alimentaire. Les intervenants ont pu y débattre et échanger autour d'expériences innovantes et inspirantes. Elle a eu lieu le 16 juin à la mairie du 8e arrondissement de Lyon. Au-delà de favoriser l'accès à une alimentation de qualité pour tous, la démocratie alimentaire vise à redonner du pouvoir d'agir aux personnes et collectifs pour agir et proposer de nouvelles manières de penser l'alimentation afin de conjuguer écologie, solidarité et équité. Bonjour à tous de nouveau, même si je vous ai croisé pour certains à votre arrivée. Donc on va démarrer avec un tout petit peu de retard. On vous prie de nous en excuser cette demi-journée qui nous réunit. Dans une salle un peu chaude, mais n'hésitez pas donc à prendre de l'eau et à vous déshydrater au fur et à mesure. Donc cet après-midi, vous vous êtes inscrits du coup à cette table ronde accompagnée d'une visite, puisqu'il y aura 2 temps. La table ronde consacrée à la démocratie alimentaire, puis une visite de la Maison solidaire de l'alimentation qui se trouve à une dizaine de minutes d'ici. Donc on devrait partir entre 4h moins le quart et 16h pour nous rendre là-bas où nous serons accueillis. En guise d'introduction, je voulais vous repartager avec vous que ce temps de table ronde s'inscrit dans le Printemps des Solidarités, qui a proposé depuis la fin mai des conférences, visites, tables rondes. Globalement, le Printemps des Solidarités s'inscrit dans le renouvellement du projet métropolitain des solidarités. Du coup, la métropole de Lyon élabore son prochain projet métropolitain des solidarités, donc en s'appuyant sur une démarche de co-construction avec les professionnels métropolitains et les partenaires du territoire. L'objectif, c'est de redéfinir collectivement les politiques sociales et médico-sociales et définir les priorités des actions à venir pour la période de 2023 à 2027. C'est un processus qui a démarré, dont le Printemps des Solidarités est un temps fort, mais qui se poursuivra tout au long de l'année 2022. Le processus, il se nourrit et s'inspire des expériences, des actions qui peuvent exister et effectivement réunit les agents et les partenaires de tout le territoire de la métropole. Aujourd'hui, on a une table ronde dont la particularité de traiter de la démocratie alimentaire et du coup de nous permettre, au-delà du social, d'être en lien avec une autre politique de la métropole, puisque effectivement il est question là aussi de l'agriculture, des questions d'alimentation au sens large et de toutes les questions de transition environnementale portées par la métropole. Je vais donc passer la parole à Jérémy Camus, donc vice-président de la métropole, qui est chargé de l'agriculture, l'alimentation et la résilience du territoire, pour introduire cette table ronde. Merci beaucoup, merci madame. Bonjour à toutes et à tous. Désolé, je suis en nage complètement. Je vais ruisseler, je pense, encore quelques minutes.
2 km sous cette canicule, en fait, ça pèse. Désolé. Bienvenue à toutes et à tous. Heureux d'introduire cette table. Je ne vais pas rester avec vous jusqu'au bout. Je vais après voir des maraîchers qui souffrent aussi de la canicule en ce moment. Je voulais juste introduire cette table ronde en mettant bien en perspective aussi ce projet alimentaire territorial qu'on mène depuis quelques années maintenant sur la métropole. Donc un projet alimentaire territorial qui repose vraiment sur ces 2 dimensions. Une dimension qui est plutôt sur l'amont de l'alimentation, donc la partie agricole, résilience alimentaire de notre système agricole. Et une autre partie qui est sur la justice alimentaire, c'est-à-dire produire c'est bien, mais si c'est pas accessible à toutes et tous, c'est moins bien. Donc comment on renforce aussi l'accessibilité alimentaire et ce qu'on appelle aussi démocratie, justice alimentaire sur le territoire. Et donc dans ce cadre-là, la nouvelle mandature, depuis 2 ans, travaille sur ces enjeux amont, et puis maintenant on entame un travail sur cette notion de justice alimentaire. On a déjà mis beaucoup de moyens sur la table pour avancer sur ces sujets, parce certains d'entre vous m'ont peut-être déjà entendu, mais on a multiplié par 4 les moyens depuis sur ce nouveau mandat par rapport à l'ancienne mandature, sur cette notion d'investissement dans le monde de l'alimentation, ce qui nous permet d'investir par exemple sur la maison que vous allez visiter tout à l'heure avec les équipes, ce qui nous permet d'investir aussi dans de l'appareil productif pour le monde agricole, ce qui nous permet d'investir dans des jardins partagés, ce qui nous permet d'investir sur toute la dimension nourricière de la métropole. Et puis là arrive un nouveau sujet, en fait on est confronté à ce sujet encore plus aujourd'hui avec la crise de la pandémie qui nous a mis devant les problématiques d'approvisionnement, de denrées alimentaires qui deviennent de moins en moins accessibles. Et puis là, on a une autre crise, liée à la guerre en Ukraine, qui nous amène aussi à avoir un phénomène que vous vivez tous, qu'on vit tous en ce moment, l'inflation galopante et en particulier sur les denrées alimentaires. Ce qui amène, pour les plus précaires d'entre nous, à être encore plus en difficulté qu'avant. Et donc là, il y a besoin de trouver des solutions pour amener quelque part une accessibilité alimentaire à toutes et tous, mais en particulier aux publics les plus précaires. Donc on travaille en ce moment, on remet les moyens pour trouver des dispositifs qui permettent de répondre à cette crise qui n'est peut-être pas que conjoncturelle, qui va peut-être être plus structurelle qu'on l'imagine. Et donc il est nécessaire d'anticiper dès maintenant pour pouvoir tester des dispositifs qui nous permettent demain de se dire ça fonctionne pas, et si ça fonctionne, comment on va plus loin pour appuyer l'accessibilité alimentaire. Donc voilà, je ne voulais pas dire grand-chose de plus parce que je pense que le plus important c'est que les acteurs qui sont autour de la table s'expriment. Comme je le dis souvent, on a la chance aujourd'hui d'avoir des acteurs qui ont déjà œuvré sur ces problématiques-là dans un contexte peut-être moins difficile que celui qui nous arrive, et c'est quand même assez difficile de le dire quand même maintenant comme ça, mais en tous les cas qui sont prêts. J'espère en tout cas. Vous êtes prêts ou pas? Non? Ouais, c'est bon. Tout le monde est prêt. Okay. À avancer sur ces sujets et de l'avancer de façon professionnelle et puis avec des résultats, on l'espère, le plus positif possible. Donc voilà. Donc heureux de vous compter parmi nous. Je vois que c'est un public très féminin. Là, je suis très surpris aussi. Donc tant mieux. C'est souvent l'inverse. Donc tant mieux. Et non, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour finir mon intervention? Je suis désolé, je suis tellement dans la course aujourd'hui que j'en oublie les propos que je voulais vous faire passer. Non, mais je pense que c'est à peu près tout, sauf si vous voyez d'autres choses. Non, c'est bon? Allez, j'ai fait ma part, on va dire. Merci à vous, en tous les cas. J'en profite pour me présenter, puisque c'est la première fois que je prends le micro. Donc, Sarah Mühlberger, je suis au service écologie, et donc je suis chef du projet alimentaire territorial qu'évoquait Jérémy Camus à l'instant. Et ravie de co-organiser avec Véronique cette table ronde, puisqu'on est vraiment là à la croisée entre des enjeux qu'on porte côté alimentaire et que vous portez côté social avec ces questions de démocratie alimentaire. On y travaille en interne et, avec certains dispositifs, et on a des représentants de la métropole aussi autour de la table ronde. Et puis on a la chance, comme le disait Monsieur Camus, d'avoir un territoire très riche en termes d'initiatives citoyennes et associatives. Donc on essaye de faire synergie avec l'ensemble des forces de notre territoire.
Donc on va passer maintenant à des témoignages inspirants sur des initiatives très concrètes dans les quartiers, sur différents territoires de la métropole. Et juste avant ça, on a proposé à Cécile Faux du GESRA et Loïc Rigaud de VRAC de se prêter au jeu, de nous essayer de nous éclairer sur qu'entend-on par démocratie alimentaire et quels sont les enjeux pour qu'on puisse partager un petit peu ces différentes notions. Et juste après, on viendra aux exemples concrets. Oui, bonjour, je vais commencer du coup cet exercice difficile pour un acteur de terrain de faire un peu de théorique, mais ça fait pas de mal au quotidien pour aussi réinscrire notre action dans un cadre plus global et puis utiliser aussi ce que font les chercheurs et les chercheuses au quotidien dans notre domaine d'action. Et puis pour compléter ce que disait Jérémy, pour notre part, à VRAC, on est à l'intermédiaire finalement entre l'action sociale et le volet agricole. Donc, et on est souvent confronté à un public très féminin. Et moi, je suis souvent le seul homme d'ailleurs dans ces parcours-là, y compris dans mes autres professions par le passé. Alors, je vais essayer de vous parler du droit alimentaire d'abord, puis du droit alimentaire durable ensuite. Par des définitions un peu brutes, mais qui permettent d'éclairer un peu l'évolution aussi de la pensée sur le principe. Donc le concept du droit à l'alimentation est né à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec un objectif protéger les populations contre la faim. Il a été inscrit donc en 1948 dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Rapidement, c'est le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui est entré en vigueur dans les années fin des années 70 sous l'égide de l'ONU, qui a défini ce droit à l'alimentation qui comme un droit fondamental qu'a toute personne d'être à l'abri de la faim et qui demande aux États de mettre en place les conditions pour cela. Très concrètement, mettre en place les conditions pour cela, c'est favoriser sa disponibilité, la disponibilité de l'alimentation sur le territoire, soit en permettant aux citoyens de produire leur propre alimentation, soit en leur permettant d'acheter leur alimentation sur le marché. C'est l'accessibilité à tous, quels que soient finalement ses revenus, donc, qui est un deuxième élément important, et c'est le caractère adéquat de l'alimentation, un élément important, ce qui veut dire en gros adapté à chaque individu, que ce soit en fonction de l'âge, de la culture ou de la santé. Voilà, face aux dégâts sur l'environnement, sur la santé, sur le climat, de l'agriculture que l'on connaît aujourd'hui, du système alimentaire qu'on connaît aujourd'hui en France, mais plus généralement dans le monde, de cette agriculture qui est conventionnelle et intensive, et d'un marché qui ne connaît d'autres règles que celui du profit, on a aujourd'hui un système en souffrance qui met tout le monde en difficulté à tous les niveaux de l'échelle de l'alimentation. Et c'est sur cet fondement-là que se base l'alimentation durable. Les systèmes alimentaires en France ne servent pas aujourd'hui à nourrir la population ni à payer les agriculteurs, mais à nourrir des profits des grands propriétaires et des grands actionnaires. Aujourd'hui, on aime bien dire à VRAC que le système alimentaire tue 3 fois. Il tue d'abord le climat et l'environnement, avec les intrants, avec la pollution des sols, avec la destruction de la biodiversité. Il tue les agriculteurs. C'est un élément important que les gens connaissent, mais c'est pourtant important de le rappeler. Déjà, les revenus des agriculteurs qui sont très inférieurs à la moyenne nationale. Souvent, les agriculteurs sont au SMIC ou en dessous du SMIC pour des taux horaires qui ne sont même pas comptabilisés puisqu'ils travaillent souvent du lundi au dimanche. Mais aussi un taux de suicide très important chez les agriculteurs, puisqu'il est 30% de fois plus important que les autres professions classiques. Et enfin, il tue les consommateurs parce que l'alimentation n'est pas toujours bonne pour la santé et les produits transformés tuent chaque jour. Je vous donnerai un chiffre après qui est sur la métropole qui est assez intéressant à cet égard. Le droit à l'alimentation durable a émergé ces dernières années et vise à aller au-delà du simple droit à l'alimentation classique qui serait celui
je dirais, construit dans l'imaginaire autour de l'aide alimentaire quand une personne n'a pas à manger, en appliquant sur cette notion de droit à l'alimentation durable une notion de durabilité, et donc qui vise à, d'une part, rémunérer correctement les producteurs et puis les intermédiaires de la chaîne, à bien sûr produire respectueusement de l'environnement et proposer des produits de qualité pour les consommateurs. Je vais du coup pouvoir passer la parole à Cécile, qui de faire la transition pour venir au sujet du jour sur la démocratie alimentaire, donc en partant de ce droit à l'alimentation durable. Merci. Bonjour. Donc du coup, et moi je prends la suite, mais c'est vrai que sur les années 70, on constate du coup la libéralisation des marchés, et on se rend compte qu'on est dans une approche qui est très quantitative et du coup qui repose sur une régulation qui est faite par le marché et non plus par les États. Et en parallèle de ça, du coup, on constate un peu la dépolitisation de l'alimentation, du coup, dans un contexte de libéralisation des produits agricoles. Et du coup, en 96, il y a le sommet mondial de l'alimentation qui là, du coup, est un tournant, puisque c'est là qu'apparaît la notion de souveraineté alimentaire, qui est portée par la Via Campesina, et qui apparaît du coup au moment de ce sommet de ce sommet mondial. Et c'est Tim Lang en fait qui propose lui cette notion de démocratie alimentaire comme l'inverse du contrôle alimentaire. Du coup, lui, voilà, il souligne un peu la lutte, la grande lutte qui a eu lieu dans toutes les cultures pour permettre à tous les citoyens d'avoir accès à une alimentation décente, abordable et bénéfique pour la santé, cultivée dans des conditions dans lesquelles ils peuvent avoir confiance. Et du coup, pour lui, la notion de démocratie alimentaire, c'est se poser la question de comment, face à un système agro-industriel mondial, les citoyens peuvent reprendre la main sur leur alimentation en faisant des choix quant aux filières, aux formes de transformation et à la distribution. Et du coup, y a pas mal de sociologues, entre autres, comme tu citais, Dominique Paturel. Et en fait, je pense que nous, dans les actions qu'on mène, que ce soit VRAC, que ce soit le GESRA via les épiceries sociales, cette notion de démocratie alimentaire, elle est complète que si on parle de justice alimentaire, de justice sociale, puisque la démocratie, elle renvoie à des notions de citoyenneté, mais pour nous, en tout cas, dans les actions qu'on mène et dans les actions un peu alternatives à l'aide alimentaire, nous, ce qui est important, c'est de se dire comment on rend accessible à tous, en fait, une alimentation de qualité. Du coup, il y a bien la notion de justice sociale qui doit être accolée à la notion de démocratie alimentaire pour être complète. Et c'est vrai que du coup, nous, on aborde vraiment ces questions-là via une approche qui va être très systémique du système alimentaire sur un territoire. On se rejoint tous dans nos propos et je pense que sur la métropole de Lyon, on a un bon exemple de cette approche systémique qui va prendre en compte et la production, du coup, comment dans nos systèmes on arrive à intégrer les producteurs jusqu'à comment on réfléchit à la distribution sur des questions de mutualisation, de logistique et jusqu'au consommateur, quel qu'il soit, où qu'il habite. Et du coup, c'est cette approche-là qui va nous permettre de répondre à des enjeux de justice sociale et environnementale. Du coup, pour enchaîner, nous, on voulait vous proposer, on a posé un peu ces bases-là théoriques et on voulait les mettre rapidement. Je ne sais pas regarder l'heure, mais j'espère qu'on ne va pas trop dépasser. On voulait vous présenter un petit peu ce qu'on fait dans nos structures, donc que ce soit VRAC ou que ce soit le GESRA, qui est le groupement des épiceries, donc parler un peu de ces exemples concrets.
Et on voulait terminer après par un projet qui s'appelle Territoire à vivre et qui, du coup, répond à ces enjeux un peu d'approche systémique et de mutualisation, de démocratie alimentaire, à travers des exemples très concrets de coopération sur la métropole de Lyon. Donc je redonne la parole à Loïc pour VRAC. Voilà, donc VRAC, c'est une association qui s'appelle en fait Vers un réseau d'achat en commun. C'est un projet qui est né en 2014, donc avant les crises récentes qu'on a vécues, donc on a eu le temps de s'organiser, néanmoins qui reste assez récente. C'est une rencontre entre un militant de l'alimentation durable et un bailleur social, Boris Tavernier, le bailleur social c'est S Métropole Habitat, le militant c'est Boris Tavernier, et la fondation Abbé Pierre. La question qui était posée, c'était de rendre du pouvoir d'achat aux locataires du bailleur social et puis poser la question d'une alimentation de qualité dans les quartiers populaires avec un constat qu'il existe en France des déserts alimentaires, notamment dans les quartiers populaires, pas seulement, aussi dans les campagnes, mais on a commencé par ce volet-là. Voilà. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des offres d'alimentation, mais il n'y a pas de proposition d'offres d'alimentation durable sur ces quartiers, et quand elles y sont, elles ne sont pas accessibles à ses habitants. Donc l'objectif de VRAC, ça a été de créer, d'inventer un système qui le permettait. Et donc, ça a été, après une étude et un travail avec les centres sociaux du territoire de la métropole lyonnaise, ça a été en créant des groupements d'achat. Et donc, aujourd'hui, on a en quelques mots 18 groupements d'achat sur la métropole de Lyon, dans les différents quartiers politiques de la ville et dans 2 universités. Le principe est un peu comme celui d'une AMAP, pour ceux qui connaissent, avec du coup une offre un peu différente qui est celle de produits secs beaucoup, de produits frais un peu, et aussi des cosmétiques et des produits d'hygiène. Le principe, c'est qu'on achète en grande quantité ces produits-là grâce à une organisation collective des citoyens dans les quartiers, qui s'appuie sur les centres sociaux ou les bailleurs sociaux sur le territoire, donc ils créent des groupements d'achat. Ils passent une commande collective, et cette commande collective nous permet d'acheter donc en grande quantité et donc d'avoir des prix de gros, et aussi parce qu'on achète ces produits en vrac, c'est-à-dire on les achète dans des conditionnements importants et on les amène directement dans les centres sociaux dans ces conditionnements-là, et c'est les habitants eux-mêmes qui vont faire la mise en petit conditionnement. Donc on économise finalement en coût de main-d'œuvre de manière importante, y compris ça nous permet d'avoir une démarche zéro déchet puisque les habitants viennent avec leur propre contenant. Voilà. Donc ça, c'est des coûts superflus, je dirais, qui sont supprimés. Et enfin, et surtout, on fait subventionner par les collectivités publiques et les fondations privées les frais de fonctionnement de VRAC, donc les frais de logistique essentiellement, et puis de développement local sur les territoires, qui nous permet de proposer des produits à prix coûtant producteur aux habitants des quartiers. Donc sur l'ensemble du territoire de la métropole lyonnaise, ça représente à peu près 1200 foyers adhérents sur la métropole, donc 18 groupements, je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on a 13 VRAC dans 13 régions françaises. Un à Bruxelles depuis cette année. Voilà, 38 salariés sur le réseau. On a à peu près 8 salariés à Lyon, sur la métropole, et aussi tout un pan d'activité autour de l'animation au développement durable, avec l'objectif de cuisiner avec les gens les produits, d'échanger les recettes et de faire vivre cette démarche de démocratie alimentaire sur les territoires. Voilà en quelques mots. Je prends la suite du coup sur le GESRA, qui est le groupement des épiceries sociales et solidaires d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il y a un groupement régional qui regroupe une 50aine d'épiceries sur la région, une 12aine installées sur la métropole de Lyon. Peut-être en parenthèse très rapide, l'épicerie sociale et solidaire, nous, elle est définie via ces termes. Pour nous, une épicerie sociale, elle reçoit des bénéficiaires qui vont être orientés soit par des travailleurs sociaux, de CCAS, de MDM, ou qui vont venir en direct sur les épiceries. L'idée, c'est, voilà, il y a des critères économiques avec un reste à vivre en général qui est calculé, et une fourchette de reste à vivre qui est calculée pour que les personnes puissent bénéficier des épiceries sociales. L'idée, c'est de vendre, et on n'est plus sur du colis alimentaire. Donc on fait un pas de côté par rapport à toute l'aide alimentaire. L'idée, et les principes des épiceries, c'est de redonner le choix aux personnes dans l'alimentation qu'elles
auxquelles elles accèdent. Il y a une idée aussi de qualité forcément des produits, alors après qui est toute relative en fonction des épiceries, en fonction des modes d'approvisionnement. Et c'est là que j'en arriverai au GESRA qui a développé une plateforme justement pour répondre à ces enjeux de qualité alimentaire. Et il y a une notion qui est hyper importante qui est celle de l'accompagnement des personnes quand ils viennent à l'épicerie et qui du coup peuvent être par des conseillères qui vont être soit des fonctions internalisées, soit des mises à dispo des collectivités. Mais il y a une notion d'accompagnement des personnes qui fait que soit elles sont orientées vers des services municipaux ou métropolitains, soit il y a quelqu'un qui peut les accompagner et qui aide du coup à lever des freins, qui aide dans la dynamisation d'un parcours vers l'emploi, qui aide à résoudre des problèmes sociaux que les personnes peuvent avoir, avec l'intérêt de travailler avec les travailleurs sociaux des collectivités. Donc il y a un travail qui est vraiment mené en partenariat. Et du coup, quand la personne est sur une épicerie, elle est vue vachement régulièrement en fait, par rapport à un rendez-vous qui peut être mensuel ou plus éloigné en fonction des dispos, et ça permet d'avancer en général un peu plus vite. Ça, c'est des principes vraiment fondateurs des épiceries. Et du coup, le GESRA accompagne le réseau et propose une plateforme qui permet de travailler sur la qualité des produits qu'on va retrouver dans les épiceries. Et du coup, j'en arrive, si vous avez besoin de plus d'infos, le GESRA a un magnifique site internet, n'hésitez pas à aller dessus. Si vous avez des questions, évidemment, je pourrais y répondre, mais l'idée, c'était de ne pas être trop long non plus, et de vous parler d'un projet qui s'appelle Territoire à vivre, qui est né au niveau national d'un collectif de réseaux que sont les réseaux Cocagne, VRAC, le Secours catholique, les réseaux CIVAM, et l'UGES, qui est du coup l'Union nationale des épiceries sociales et solidaires. L'idée, c'était de travailler au niveau national sur un plaidoyer sur l'accessibilité à tous à une alimentation de qualité, avec une expérimentation concrète sur certains territoires, dont Lyon fait partie. Il y a 4 territoires d'expérimentation que sont Lyon, Montpellier, Toulouse et Marseille. Et du coup, sur Lyon, on expérimente avec quasiment tous les réseaux, puisque VRAC est présent, le Secours catholique est présent, les épiceries et Cocagne. Il manque que les CIVAM sur le Rhône. Mais l'idée, c'est vraiment d'expérimenter des projets très concrets de coopération et de montrer qu'en ayant cette approche systémique, comme je disais tout à l'heure, de système alimentaire, on peut répondre à des besoins de personnes en précarité, tout en répondant aux enjeux de dignité de la personne et de qualité alimentaire qui leur sont distribués, puisque aujourd'hui, pour nous, le système de l'aide alimentaire tel qu'il est aujourd'hui, il va pas, il fonctionne plus. On nourrit... pour la faire un peu de manière caricaturale, mais on nourrit les personnes en précarité avec des invendus de grande surface. Aujourd'hui, nous, ce système-là, il nous paraît plus satisfaisant, et on essaye vraiment de travailler sur ces questions-là de manière très coopérative, et en impliquant les citoyens et en travaillant avec les politiques et avec les collectivités sur ces questions. Donc du coup, sur la métropole de Lyon, on a une super écoute et au niveau métropolitain et au niveau des villes, avec un alignement avec la ville de Lyon et de Villeurbanne, qui permettent vraiment d'avancer sur ces questions ensemble. J'ai envie de dire, on co-construit, on essaye ensemble, on donne des orientations à notre travail qui permettent d'aller plus vite et d'aller tous dans le même sens. Donc je vais redonner la parole à Loïc qui va vous expliquer de manière un peu plus concrète ce qu'on fait, et on en aura fini en espérant être à peu près dans le timing. Oui, la fin de ce que tu expliquais, c'est important, c'est assez essentiel d'ailleurs dans le travail qu'on a. Finalement, c'est l'aide alimentaire telle qu'elle est aujourd'hui. On parlait, nous, à VRAC, de système à 2 vitesses. On a finalement un système d'alimentation durable qui est en train de se développer sur le territoire français en général, avec l'ouverture d'AMAP, d'épiceries de qualité, etc. Et puis, en fait, finalement, des précaires qui sont exclus de ce système-là parce que trop cher. Alors, s'il y a quelques
efforts de fait par la grande distribution ces derniers mois, tout juste, puisque on a su que Lidl, par exemple, se mettait à vendre des produits bio. On reste dans un système de production à grande échelle et donc dans un système identique sur le traitement des producteurs, à savoir sous pression, on les paye mal pour pouvoir sortir ces produits pas chers. Et pour autant, le système agroalimentaire qui permet en gros à la grande distribution d'avoir toujours des produits en grande quantité dans ses magasins. Pour cela, ils doivent être à flux tendu avec des produits en grande quantité et produire beaucoup de déchets. Et le système ingénieux qu'ils ont trouvé, du coup, c'est défiscaliser en donnant finalement aux associations d'aide humanitaire ces produits-là. Et donc on est dans un système qui, pour nous, marche sur la tête, puisque l'État finalement finance à coups de millions d'euros, de centaines de millions d'euros l'aide alimentaire via ce système de défiscalisation des grandes entreprises. Donc c'est les grandes entreprises qui finalement bénéficient de ce système-là et n'ont pas à recycler leurs produits ou n'ont pas à limiter leurs commandes auprès des agriculteurs et donc continuent à les mettre sous pression et vient nourrir les gens, souvent mal, parce que c'est des produits souvent transformés et de mauvaise qualité. Nous, le chemin qu'on propose, c'est de faire un chemin inverse. Et là, on revient sur la présentation initiale qu'on a fait sur la démocratie alimentaire et le droit à l'alimentation durable. C'est finalement de proposer un système vertueux entre les agriculteurs d'un côté qui ne vivent pas aujourd'hui de leur travail et qui pourraient en vivre, tout en proposant, en travaillant avec sans produits destructeurs pour leur santé, avoir des citoyens qui pourraient choisir et non pas se voir imposer des produits distribués dans des colis alimentaires. Ils pourraient choisir les produits qu'ils souhaitent, choisir les agriculteurs avec qui ils pourraient travailler et avoir donc ce système vertueux qui permet de faire vivre tout le monde et garder, y compris les précaires, en bonne santé, puisque finalement, à la fin, c'est eux qui vont aller remplir les hôpitaux avec les problématiques de santé. Un chiffre que je voulais vous donner tout à l'heure par rapport à ça, une analyse qui avait été faite sur Vénissieux, qui est toujours parlante, c'est donc sur le taux de diabète à Vénissieux, comparé donc à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut que je retrouve mon chiffre, si vous me permettez. Voilà, donc pour 100 000 habitants, en 2013, le nombre de patients sous traitement antidiabétique en Auvergne-Rhône-Alpes est de 3 767 habitants, donc pour 100 000 habitants, contre 6 692 sur la ville de Vénissieux, donc 2 fois plus, et 8 704 sur le quartier politique de la ville des Minguettes, donc 3 fois supérieur, sur donc une maladie qui est directement liée à la question de l'alimentation. C'est des chiffres qui sont importants à montrer et qui explique aussi le travail qu'on peut faire au quotidien. Pour revenir plus concrètement donc, sur Territoire à vivre, donc on essaie de créer une plateforme, une filière alimentaire qu'on appelle de l'accessibilité alimentaire, qui vise finalement à proposer aux acteurs de l'accessibilité alimentaire, donc que sont le GESRA, que sont VRAC, mais qui pourraient être d'autres structures. Il y a le Secours catholique qui est intéressé, Habitat Humanisme, et on pourrait imaginer demain les Restos du Cœur ou d'autres structures comme ça, qui visent du coup à commander, à mettre en commun finalement nos besoins alimentaires, nos commandes, et à organiser une filière agricole de l'accessibilité alimentaire relocalisée sur le territoire, en créant des filières si elles n'existent pas par exemple, ou en achetant en commun un peu plus loin si besoin, pour permettre d'avoir donc des produits finalement grâce à une planification moins chère que ce qu'on pourrait trouver chacun de notre côté, tout en faisant vivre correctement des agriculteurs, avec cette idée bien sûr d'y appliquer les concepts qu'on parle depuis tout à l'heure, donc de démocratie alimentaire, en mettant donc les habitants dans cette phase de décision et de travail, mais y compris les agriculteurs sur aussi par exemple décider des prix en commun par exemple. Voilà. Le deuxième axe, c'est plus ce que vous verrez sur la Maison solidaire de l'alimentation tout à l'heure. Donc il y a un projet porté par VRAC et Récup et Gamel, deux associations. C'est vraiment cet axe de participation avec les habitants autour de la démocratie alimentaire. Et là, on essaye de mettre en place avec Territoire à vivre, en commun avec les différents acteurs de l'accessibilité alimentaire sur le territoire du 8e arrondissement et sur Saint-Fond, donc 2 territoires, des assemblées de mangeurs qui visent à organiser en gros des réunions autour de la question de la citoyenneté alimentaire. Et voilà, ça fait 1 an qu'on a mené. Il y a un certain nombre de réunions qui ont été menées avec les habitants et les acteurs du quartier.
L'objectif, c'est de donner la parole à ces habitants sur ce qu'ils vivent, sur leur constat par rapport aux enjeux d'alimentation. Il y a des concepts, il y a une expérimentation qui a été faite de food transect sur Saint-Fond, avec l'idée de se balader sur le territoire et d'aller voir quelle offre alimentaire on a sur le territoire, de quelle qualité, à quelle distance de chacun, et comment on pourrait finalement ensemble améliorer ou imaginer des pistes pour améliorer cette offre alimentaire sur le territoire. Et je me permets juste de reprendre la parole pour vous parler en un mot, si vous voulez poursuivre un peu cette réflexion sur la démocratie alimentaire. Le Secours catholique organise et propose une exposition qui aura lieu à la Cité internationale de la gastronomie les 2 et 3 juillet, donc la semaine prochaine. Une exposition qui s'appelle l'Esquisse, voilà, et qui rend compte du travail qu'ils font sur cette question de démocratie alimentaire. Vous avez des petits flyers ici ou là-bas à disposition, et Claire qui est aussi là si vous avez des questions de manière un peu plus précise, mais n'hésitez pas. L'exposition, l'inauguration de l'exposition aura lieu le jeudi 30 juin avec une table ronde sur justement ces questions de démocratie alimentaire. Voilà, merci. Merci. Merci Loïc et Cécile. Est-ce qu'on fait un petit break si vous avez des questions, ou est-ce qu'on continue et vous les notez et on vous donnera bien évidemment la parole, ou des remarques ou des questions à Loïc et Cécile sur... On peut présenter les initiatives suivantes et puis on fera un petit tour de table. Bon. Du coup, le deuxième temps de la table ronde, on va rester sur des exemples concrets là, sur lesquels on vient de finir cette première intervention. Du coup, on a sollicité, on les en remercie, des porteurs d'actions en cours ou de projets à venir pour venir nous présenter leurs actions, leurs projets, avec cette idée de voir aussi comment ces projets sont en faveur de la démocratie alimentaire, de nous parler un peu de leur spécificité, des publics accueillis, et aussi des perspectives et des pistes d'amélioration qui ont pu être repérées par les uns et les autres. Je vais peut-être vous présenter d'emblée nos intervenants, puisqu'après les présentations vont s'enchaîner. Du coup, Hélène Reich, qui est responsable du pôle alimentaire du CCAS de la ville de Lyon et des bains-douches. Ensuite interviendra Cindy Pinotto, qui est travailleuse sociale dans une maison de la métropole, donc sur Lyon 3. Sébastien Tolo, secrétaire général au Secours populaire, et enfin Guillaume Daumalin, chargé de mission en faveur de la lutte. Stratégie de lutte contre la précarité alimentaire. Merci Guillaume, j'ai eu un doute là, je me suis mal lancée, donc à la ville de Villeurbanne. Du coup, je donne la parole à Hélène et je lui passe le micro, en lui demandant, et je vous le demanderai tout à l'heure, de bien tenir le micro proche de votre bouche, parce qu'il y a un enregistrement de nos échanges pour permettre la diffusion et le partage. Je vais essayer. Le plus dur, c'est dans la durée. Donc moi, je vais vous présenter effectivement, pour le CCS de la ville de Lyon, je vais vous présenter le pôle alimentaire, situé dans le 3e arrondissement de Lyon. Voilà. En sachant que la lutte contre la précarité alimentaire est un axe fort du projet social du CCAS. Donc, le nouveau restaurant social, le Panier des Gones, pour ceux qui connaissent, situé dans le 3e, et auparavant, c'était le restaurant Étienne Dollet, donc, qui a déménagé il y a un an, en avril, un peu plus d'un an, en avril 2021. Voilà, donc le restaurant social municipal a gardé la même identité, à savoir qu'une prestation de repas servis à table, principe de la gratuité,
Public cible, des personnes en situation de grande précarité. Orientation principalement par les MDML, mais pas que. Beaucoup d'accueils de jour impliqués, dont le Secours populaire pour les MNA. Péniche Accueil, pour ceux qui connaissent bien sûr, le Point Accueil, les Petits Frères des Pauvres, Lauréat JD et Alice. Les conditions, l'accès soumis à des conditions de ressources, minima sociaux ou sans ressources, ouverture du lundi au vendredi et continuité de l'aide avec un partenariat avec l'Armée du Salut, le SELF de l'Armée du Salut. Pour dire aussi qu'il y a une équipe de 9 personnes qui y travaillent, cuisiniers, agents de service et agents d'accueil, parce que les fondements du projet, pour nous c'est important, on a fait aussi le choix de garder un service à table, donc la personne est mise à une place de client, il y a un service hôtelier. La production elle est entièrement réalisée sur le site et le choix est fait de menus équilibrés, nutritifs et attractifs. Voilà. Pour nous c'était vraiment important. Ensuite, je vais vous présenter dans ce pôle alimentaire l'épicerie sociale et solidaire Le Panier des Gones, qui a ouvert le 1er février 2022. Et pour ceux qui connaissaient auparavant, cette épicerie, elle était située dans le 5e arrondissement, mais il y avait un portage associatif avec l'entraide protestante. Là, depuis le 1er février 2022, pour l'instant, le volet solidaire est uniquement développé. Le volet social, est uniquement développé. À peu près dans quelques mois, le volet solidaire sera développé. Donc, c'est un fonctionnement en régie directe et du coup, donc le CCAS est seul porteur. Une équipe de 5 personnes, coordinatrices, épiciers, travailleurs sociaux, agents d'entretien. Et comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement, l'épicerie sociale fonctionne, c'est un magasin, on y fait ses courses à prix très réduit, orientation MDML et par d'autres services, mais pas que, il y a aussi la conduite d'actions collectives. Du coup, dans ce lieu-là, on y fait ses courses, mais c'est aussi un lieu de partage, de rencontre, de lien social, avec plusieurs actions menées. Aujourd'hui, il y avait un atelier cuisine mené avec la diététicienne de la Banque alimentaire. Il y a un atelier couture qui est mené, des ateliers petit déjeuner. Alors, donc, les fondements aussi de ce projet, c'est un accueil et un accompagnement de qualité, une offre de produits variés, équilibrés, le libre choix des denrées, c'est important, et une participation financière proche de la gratuité. Et enfin, un dernier lieu, un tiers-lieu alimentaire, un espace de cuisine partagée. Il n'est pas encore ouvert. Voilà. C'est en cours de travaux. On espère en septembre 2022. Du coup, c'est aussi une expérimentation à destination des publics hébergés à l'hôtel et en squat bidonville, donc en habitat précaire. L'objectif de ce lieu, c'est de conduire des actions permanentes, une cuisine ouverte où les personnes pourront en autonomie, avec bien sûr la présence toujours d'une personne, d'un travailleur social, se faire à manger et manger sur place ou repartir avec ce qu'elle aura cuisiné. Des actions aussi portées par des acteurs publics et associatifs et des opérations aussi ponctuelles, des temps d'information, de sensibilisation sur des thématiques spécifiques, santé, etc. Effectivement, cette cuisine partagée, ça sera aussi voire plus large, à savoir réfléchir aussi sur la notion du prendre soin, donc des ateliers aussi autour de l'hygiène, fabrication de cosmétiques, des ateliers de transformation. Voilà, ça sera assez divers. Et pareil, les fondements de ce projet, il s'agit de faire de cet espace un lieu de partage, de rencontre, de collaboration avec une forte connexion partenariale et de faciliter aussi la contribution des publics. Ensuite, on a réfléchi comment la démocratie alimentaire se mettait en pratique dans ces 3 lieux. Alors pour nous, c'était l'intention de faire de l'alimentation un bien public commun. On retrouve dans ces 3 lieux les notions de liberté, le droit de choisir et de décider, d'équité et de qualité, de solidarité et de responsabilité, l'accessibilité à une alimentation de qualité pour tous, la notion aussi de complémentarité, acteurs et actions, et soutenir, être en veille aussi de l'émergence d'actions et de pratiques auxquelles, effectivement, nouvelles et qui pourraient effectivement s'exprimer aussi au sein de ces lieux. Voilà. Merci. Merci.
On va maintenant donner la parole à Cindy Pinotto sur l'expérience des petits plats partagés. Bonjour, du coup je vais vous présenter une action concrète qui lie le travail social et l'alimentation. Avant, je vais prendre quelques minutes pour vous reparler un petit peu de l'origine de notre projet. Sur notre territoire du 3e et 6e arrondissement de Lyon, nous sommes plusieurs conseillères en économie sociale et familiale avec une mission d'accompagnement budgétaire. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de notre travail, de notre suivi, on établit régulièrement donc des budgets avec les familles et on parle beaucoup de cette notion de reste à vivre. Et le reste à vivre reste essentiellement utilisé pour l'alimentation. Et régulièrement, les discours qu'on pouvait avoir ou ce qu'on pouvait entendre des gens, c'était la difficulté de subvenir à leurs besoins alimentaires. C'était vraiment régulier et au-delà de l'accompagnement qu'on pouvait faire, on se questionnait sur comment on pourrait accompagner différemment peut-être les gens sur cette question-là, en plus de notre travail d'accompagnement budgétaire. Donc on a fait le choix en 2015 de mener une étude de terrain auprès des publics bénéficiant d'un accompagnement social en maison de la métropole à l'époque. On a pu constater qu'un tiers des personnes interrogées déclaraient ne pas avoir les moyens de s'alimenter correctement avec des repas équilibrés, qu'ils étaient 15% à ne pas avoir les moyens financiers de toujours manger à leur faim, qu'ils étaient 30% à souhaiter échanger avec d'autres personnes sur la question de l'alimentation, sur les recettes, sur comment faire les choses. Et plus de 20% souhaitaient découvrir des nouvelles recettes. Donc c'est là où est née en fait notre action appelée les petits plats partagés. C'est en fait un atelier cuisine qui est organisé de façon mensuelle sur une demi-journée. Actuellement, nous l'effectuons dans les escales solidaires du 3e arrondissement qui dépendent d'Habitat Humanisme. La présentation type d'un atelier, c'est un accueil du public avec un temps convivial, café, la présentation des recettes et la répartition après de l'élaboration des recettes sous forme de petits ateliers pour confectionner le repas et ensuite le partage du repas. De manière générale, les recettes sont réalisées et émanent en fait d'envie des participants. L'enjeu de notre action, au-delà de la cuisine, c'est bien évidemment rompre l'isolement, développer, partager des connaissances en cuisine, sensibiliser sur la question de l'équilibre alimentaire, des produits locaux, de saison, d'éviter le gaspillage. Pour nous, cette action, on est dans sa 6e année. C'est vrai que c'est vraiment une action qui reste très complémentaire à notre accompagnement social et budgétaire que nous menons chaque jour. Le public, donc, c'est un public qui doit, sur notre territoire, être accompagné, qui bénéficie d'un accompagnement social ou médical, parce qu'on l'a ouvert aussi à nos services en maison de la métropole. On a un service de PMI, donc voilà, des gens qui sont connus des services PMI peuvent accéder à cette action. En tous les cas, c'est des gens très hétérogènes. Hormis le point commun d'être connu d'un service ou d'un partenaire qui participe à notre action, c'est des hommes, des femmes de tout âge, souvent quand même très isolés, en recherche de liens sociaux, souhaitant développer des connaissances alimentaires. Et dont, par contre, la question du budget alimentaire est très, très différent d'un foyer à un autre. L'équipe qui mène cette action depuis 6 ans, elle est très transversale, c'est-à-dire qu'on y retrouve les CESF du territoire avec la mission accompagnement budgétaire, des travailleurs sociaux de polyvalence ou ayant une spécialité. Nous avons du coup une collègue infirmière puéricultrice du service PMI, une assistante de gestion administrative, notre collègue diététicienne de la métropole de Lyon. Nos partenaires sont le CCS de la ville de Lyon, car en maison de la métropole sur Lyon, on est regroupés dans les mêmes lieux. Et du coup, on a un collègue travailleur social qui est présent. Nous travaillons aussi en partenariat avec le centre social Bonne Foi, qui est le centre social de notre secteur. Et on a des partenaires un peu plus larges, donc bien sûr Habitat Humanisme, qui nous met à dispo gracieusement leurs locaux. Le service, au début, on a été financé et accompagné longtemps par le service développement durable de la métropole.
On a des actions transversales avec des associations type Récup et Gamel. On travaille aussi en partenariat avec un collège de notre secteur, avec un cuisinier qui prend le temps de nous accueillir et de mener un atelier par saison dans sa cuisine professionnelle, ce qui permet aussi aux gens de découvrir autre chose que la cuisine du quotidien. Et puis nous avons été amenés à faire aussi des visites transversales culturelles parce que progressivement le public a pu évoquer aussi l'envie de s'ouvrir sur autre chose, mais en lien aussi avec l'alimentation, mais pas que. Nous avons pu aller au parc La Croix-Laval, visiter, il y a un jardin, donc un potager, le visiter. Et là, on a un projet d'aller visiter le musée des Confluences. Les points forts, on voulait vraiment maintenant revenir sur les points forts de notre action, autant au niveau des participants que des professionnels. Pour les participants, c'est vraiment la question de l'estime de soi qui est valorisée, du fait de venir à l'atelier, de participer, d'être entendu, d'être écouté, la question de la convivialité, du partage, de l'épanouissement, d'oser vouloir s'exprimer, du plaisir gustatif. Et nous, au niveau des professionnels, je le redis, c'est vraiment pour nous un outil complémentaire à notre accompagnement. Pour nous, c'est un point fort et ça nous permet aussi d'avancer différemment dans nos suivis individuels, d'avoir de la créativité, il y a de la réciprocité avec les gens, de la complémentarité, de l'authenticité. Tout ça pour dire que ce qui est important pour eux, pour les usagers et nous, les professionnels, c'est cette dynamique de groupe, de fédérer tous autour d'un même projet, la question de l'entraide et de la solidarité. Et enfin, j'aurais voulu parler un petit peu rapidement quand même, c'est une action qui fonctionne, mais aujourd'hui, on a des freins. On a des limites quand même. C'est-à-dire, par exemple, on y est très bien, on y est dans les escales solidaires. Cependant, on a certaines difficultés au quotidien, c'est-à-dire en termes de stockage de nos denrées alimentaires. Malheureusement, c'est pas possible sur place. Donc, nous, professionnels, chaque mois, on doit se promener avec nos denrées alimentaires, sèches, fraîches, parfois mini-matérielles, entre le lieu de l'action, nos bureaux en maison de la métropole. Enfin, ça, c'est notre quotidien et c'est vrai que c'est pas simple. Ce n'est pas simple, ça prend du temps. Les denrées, pareil, du coup, elles ne peuvent pas être stockées sur place. Donc, du coup, nous, les pistes et les réflexions, on a commencé à faire certaines rencontres, à rencontrer, du coup, travailler en partenariat avec. L'idée, c'est d'intégrer et de pouvoir utiliser le pôle alimentaire du CCAS de la ville de Lyon qui s'est créé en envisageant d'intégrer et de pouvoir mener notre action au sein du tiers-lieu alimentaire qui nous permettrait, c'est un lieu qui nous permettrait de stocker notre matériel, petit matériel qu'on aurait besoin, mais aussi nos denrées sèches et les denrées fraîches. Une réflexion est à mener pour faire un système de livraison parce que nous, ça nous mobilise beaucoup pour aller faire les courses, les ramener. C'est un temps énorme. Ensuite, on a un autre volet un peu différent de l'alimentation, mais chaque projet ne peut pas vivre sans financement, sans subvention. Du coup, aujourd'hui, on vit avec une subvention CCAS et Métropole. Cependant, on ne peut pas, étant des collectivités territoriales, on ne peut pas utiliser nous-mêmes l'argent en direct. Donc aujourd'hui, on travaille en partenariat avec le centre social de notre secteur qui est membre de notre action, mais qui doit dans un premier temps faire l'avance des frais pour être ensuite remboursé en termes de... sur facture. Et du coup, on doit aller chercher l'espèce tous les mois, le ramener en fin de mois pour des raisons d'organisation et comptable du centre social. Donc tout ça, c'est aussi une charge de travail supplémentaire. Et sans ça, l'action... ne pourrait pas exister, pardon. Donc l'idée, ça serait qu'on travaille, qu'on crée des partenariats ou qu'on travaille davantage avec la stratégie alimentaire pour sous système de convention. Enfin, on ne sait pas. En tous les cas, c'est les pistes qui sont aujourd'hui en réflexion, en essayant d'obtenir une gestion financière et logistique en circuit fermé qui faciliterait l'organisation de notre projet. Et puis aussi maintenant, pour finir et pour parler, nos denrées alimentaires. Initialement, nous faisions nos courses avant chaque atelier ou au marché, auprès de producteurs locaux. On avait créé un partenariat avec l'épicerie sociale de l'entraide protestante. Et pour le reste des denrées que nous ne pouvions pas récupérer, nous allions les acheter en supermarché. Cependant, ça mobilise du temps,
du personnel et de la disponibilité. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est une action qu'on fait en plus de nos missions, qui nous tient à cœur, mais qui prend quand même beaucoup de temps. Et aujourd'hui, pour que cette action perdure, malheureusement, pour nous, on a une vision un peu plus dégradée de nos aliments, même si les gens en sont très satisfaits en soi. C'est qu'aujourd'hui, on a simplifié. Et on fait tous nos achats en supermarché et du coup on trouve ça quand même dommage, parce qu'on se dit que des fois même le fait d'acheter les aliments avec les gens, on l'a expérimenté, ça pourrait presque être une action en elle-même en fait, mais ça mobilise du monde, du temps, des moyens financiers, donc l'idée, ça serait aussi d'élaborer peut-être les pistes, d'élaborer différentes pistes d'approvisionnement via peut-être l'épicerie, des associations, le restaurant social. Enfin voilà. En tous les cas, c'est des choses qu'on aimerait faire avancer et réfléchir avec tout ce réseau partenaire, car nous avons aussi d'autres freins. Par exemple, chaque atelier, on essaye de créer un petit livret cuisine qui permet de retracer un petit peu les recettes. On était aussi initialement dans l'idée d'avoir 2 livrets, un plus à l'intention des usagers et l'autre pour les professionnels. Cependant, par manque de temps et d'énergie et de moyens, on n'y arrive pas. Donc on se dit que si d'autres points pouvaient être simplifiés pour l'acheminement, l'achat des denrées, le niveau financement, on pourrait peut-être plus se concentrer sur notre cœur de métier et puis sur cette production peut-être de double livret qui retrace quand même notre action qui existe depuis 6 ans maintenant. Voilà. J'espère avoir été dans le timing. Oui, je passe mon micro à Sébastien Tolo. Bonjour. Sur la question de la démocratie alimentaire, juste rappeler, en fait, le Secours populaire n'est pas une association d'aide alimentaire. Elle est une association de solidarité généraliste dont l'aide alimentaire ou la solidarité alimentaire est un levier fort, mais sur lequel, dans le département du Rhône, on a 24 comités locaux, on a 2000 bénévoles et une équipe de 8 salariés. Et l'ensemble de ces bénévoles se mobilisent sur une solidarité généraliste qui va au-delà de la solidarité alimentaire, qui est tout l'accompagnement vers les droits pluriels, vers l'accès aux vacances, vers l'accès à la culture, vers l'accès aux pratiques sportives. Tout un tas de solidarités qui se mettent en œuvre et qui visent à ce que la situation globale des personnes puisse être prise en compte. En 2021, ce sont plus de 18 000 personnes qui ont été aidées. Sur les 6 premiers mois, on sera au-delà du nombre de personnes aidées, ce qui n'est pas réjouissant, puisque cela veut dire que l'ensemble des solidarités doivent être portées plus fortement. En tout cas, dans les bénévoles aussi, et ça fait aussi un lien avec ce qui a été dit par les autres intervenants, c'est qu'il y a quasiment près de 20% des bénévoles qui sont des personnes aidées par l'association à différents titres. Et c'est une façon aussi pour les personnes de s'émanciper et d'être acteurs sur les questions de solidarité alimentaire, mais aussi sur d'autres sujets. Juste pour rappeler le fonctionnement de ce qui est la solidarité alimentaire aujourd'hui pour le Secours populaire, c'est un principe qui s'appelle le libre service de la solidarité, où les personnes vont dans des locaux, alors des locaux qui sont extrêmement différents. Il y a des locaux très bien, d'autres c'est difficile d'arriver à mettre tout en place. En tout cas, ce libre service de la solidarité, aujourd'hui, les personnes qui viennent ont des points en fonction de la constitution de la famille et choisissent les produits qui sont proposés dans le cadre de ce libre service. Et depuis plusieurs années, on a développé par des achats la question des produits d'hygiène. Donc les libres services de solidarité ont ces 2 aspects-là. Également, pour sortir d'une généralité, j'ai listé quelques expériences, certaines réussies, certaines sur lesquelles on a arrêté, et qui visent à faire en sorte qu'avec 24 structures sur le département, dont 21 sur le territoire métropolitain, avec des bénévoles qui connaissent aussi leur environnement, on puisse aussi essayer de mieux prendre en compte les possibilités de solidarité alimentaire. Et l'association a fait le choix depuis 4 ans de dédier des budgets, alors c'est budget propre, parce qu'en fait, la seule aide qu'on a sur l'aide alimentaire, c'est 15 000 € d'aide de l'État pour l'ensemble des 18 000 personnes accueillies.
Donc on a fait un choix de pouvoir acheter des fruits et légumes auprès de producteurs le plus proche possible de nos structures, en ayant aussi l'idée de ce que vous avez dit aussi, la question de la juste rémunération, et pas d'aller voir chaque producteur pour dire c'est le Secours populaire, comment est-ce que vous pouvez faire quelque chose, mais donc du coup de garantir. Aujourd'hui, 80% de nos structures locales ont mis en place cet apport de fruits et légumes qui se fait dans chaque aide alimentaire et qui s'est fait au début avec un producteur, et aujourd'hui chaque équipe bénévole essaie de trouver dans son réseau ce qui peut fonctionner le mieux pour assurer du coup une diversité alimentaire dans le cadre des aides. La collecte, c'est un vrai sujet. Vous l'avez abordé tout à l'heure, la question de la collecte dans les grandes surfaces, c'est de ce qu'on récupère et qui peut être bon ou pas bon, voire pas très bon du tout. Mais la collecte, c'est aussi une façon pour nous de travailler avec notamment des AMAP. Il y a plusieurs AMAP sur le territoire métropolitain qui travaillent avec nous, soit dans une démarche de collecte avec les paniers qui n'ont pas été récupérés par les adhérents. Alors ça peut être celle de l'ENS, il y a celle aussi qui est une de celles qui est dans le 8e arrondissement. Il y en a 8 sur le territoire métropolitain avec lesquels on travaille. On a essayé, alors ça fait partie des limites, de travailler aussi sur des adhérents qui offriraient des paniers. Donc là, on n'a pas encore réussi à trouver la bonne formule pour que ça soit quelque chose qui soit régulier, parce que ça nécessite un engagement financier qui n'est pas simple. Et dans le cadre d'un appel à projet avec la métropole, on avait pu aussi faire une expérimentation avec une AMAP qui était dans nos locaux et qui était notamment dédiée aux personnes que nous accueillons, les familles et puis aussi les étudiants. Donc un panier était payé 15 € au producteur et c'était 4 € pour les personnes. Et on s'est rendu compte qu'en fait 4 € n'étaient pas supportables pour un certain nombre de familles, parce que dans les publics que nous accueillons, surtout sur Lyon et les communes de l'Est lyonnais, on a beaucoup de personnes qui sont sans ressources, beaucoup qui le sont notamment dans le cadre du parcours de la demande d'asile, qui se retrouvent déboutés, qui se retrouvent sans ressources, qui sont aussi dans des conditions d'hébergement où on n'est plus dans du logement. Et du coup, la question de la participation financière, même sur 4 €, est une vraie difficulté. Et on se rend compte d'une paupérisation de plus en plus forte sur Lyon et sur les communes de l'Est lyonnais des publics que nous accueillons. Donc ça a été un frein, alors qu'on avait réussi à avoir un rythme et des produits qui, du coup, arrivaient toute l'année auprès d'un producteur qui est à la limite du Rhône et de la Loire. Mais on n'a pas pu le reconduire, puisqu'en fait, il y a eu une désaffection au fil du temps. Des paniers qui étaient proposés à des familles donc de façon individuelle, et que du coup, on remettait plutôt d'une façon collective dans le cadre de nos libres services de la solidarité. On se questionne aujourd'hui sur un modèle qui pourrait peut-être avoir plus de sens. Alors là, on va peut-être déborder un peu de la métropole, mais ça peut être vers l'Arbrel, vers Belleville-en-Beaujolais, parce que les publics que nous accueillons sont dans des problématiques peut-être de ressources financières un peu moins contraintes et moins tendues que ce que l'on peut avoir sur Lyon, et pour lequel cette question de la participation financière pourrait se faire. On a aussi, dans le cadre, et ce qui relève de la question d'être acteur, initié, quand on le peut et quand on nous le propose, des mises à disposition de parcelles pour en faire des jardins partagés ou jardins familiaux, ça va dépendre un peu des thèmes, avec du coup des bénévoles et des personnes qui sont accueillies pour cultiver ces parcelles-là. Aujourd'hui, les parcelles qui sont cultivées par 1 à 2 familles, et elles récupèrent l'ensemble de leurs récoltes. On aimerait pouvoir à un moment donné développer un petit peu pour pouvoir avoir aussi une forme de solidarité qui retourne vers d'autres personnes. Donc ça, c'est un dispositif une solidarité qu'on essaie de mettre en place. Et puis on s'est rapproché de la Fédération de l'Ardèche du Secours populaire, qui a pu développer d'une façon assez forte en fait le fait que notamment dans les bénévoles, mais pas que, il y a beaucoup de personnes qui ont des maisons avec des jardins et qui, du fait de l'âge, ne cultivent plus leurs parcelles. Notre idée, c'est de pouvoir aussi permettre d'avoir, dans ce cadre-là, ces jardins privés
dans des maisons qui soient mis à disposition de l'association avec des bénévoles et qui fait que du coup ça permettra à la personne qui ne peut plus cultiver de pouvoir avoir aussi à nouveau une activité et puis que faire en sorte que la récolte soit aussi une récolte qui soit une récolte solidaire avec les personnes qui travaillent dessus puis vers d'autres. Donc on va essayer de le lancer. Je reprends pas un autre point qui est celui aussi d'ateliers cuisine qui se font notamment à Villeurbanne avec des familles que nous accueillons et un collège qui nous prête sa cuisine, ce qui est très confortable puisque là pour le coup on a l'ensemble des conditions sanitaires et de l'équipement mis à disposition. C'est un projet qui est renouvelé chaque année et qui est très important. Et puis on fait sur 2022 une reprise d'ateliers santé tournés vers les questions nutritionnelles, notamment que l'on mène avec l'ADES par exemple, et qui font en sorte de reprendre ce qui a été dit tout à l'heure. C'est qu'aussi, des fois, on est contraint sur certains achats. Changer des habitudes alimentaires, c'est une question budgétaire, mais pas que. Donc il faut aussi aller sur des questions nutritionnelles. Pour nous, je pense que la question, c'est la complémentarité des formes d'aide alimentaire qui peuvent se faire. Et notamment, c'est que l'aide alimentaire, mais ça c'est propre à notre association, c'est aussi aller vers les autres solidarités. Et du coup, on défend le droit, même si ce n'est pas toujours très simple, le droit aux personnes de pouvoir choisir librement, parce que des fois les locaux ne le permettent pas, de choisir les produits qui sont proposés, et puis de faire en sorte que les personnes qui sont accueillies, accompagnées et aidées soient de plus en plus importantes aussi sur le volet de la solidarité alimentaire. Parce qu'effectivement, il faut parler logistique, il faut parler stockage, il faut parler aussi habitudes alimentaires, habitudes culturelles alimentaires différentes. Il y a tout un tas de sujets qui sont abordés et sur lesquels, enfin, on peut à nouveau se réunir et c'est un de nos enjeux pour l'année 2022. Voilà. J'ai pas regardé le temps. Merci. Et puis, on va laisser la parole à Guillaume Douamelin pour le CCAS de Villeurbanne. Bonjour. Moi, je voulais vous parler d'un tiers-lieu alimentaire qui va ouvrir en 2022 à la fin de l'année, qui s'appelle l'Archipel. Donc, c'est un tiers-lieu alimentaire qui va prendre place sur ce qui est aujourd'hui un grand parking au cœur de Villeurbanne. C'est vraiment au milieu. Le parking est énorme, il est quasiment tout vide, il y a pas mal de mésusages. Et l'idée, c'est d'en utiliser au moins une partie pour développer ces structures, donc des modulaires qui permettront d'accueillir des personnes qui sont en situation de précarité alimentaire. Alors, plus clairement, ça veut dire que on s'est associé, donc le CCAS et la ville s'est associé avec les Restos du Cœur et une association qui s'appelle Le Mât pour proposer un tiers-lieu alimentaire dans lequel il y aura tout d'abord la poursuite d'une distribution alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a déjà sur le site, sur ce parking-là, le soir, 150 à 200 personnes qui reçoivent des repas chauds de manière donc de 19h30 à 21h30, qui viennent prendre leur repas chaud sur place avec des tables et des chaises qui peuvent manger sur place. C'est assuré par les Camions du Cœur qui fait partie des Restos du Cœur. L'idée, c'est déjà de partir de ce point de départ qui existe déjà pour structurer autour de cette activité. Donc d'avoir un nouveau local pour eux qui sera sur place avec une cuisine professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont plus dans la récupération de denrées et de plats, par exemple avec les cantines scolaires. L'idée, c'est qu'avec ce premier module, une cuisine professionnelle, demain, ils puissent aussi imaginer faire venir un cuisinier pour préparer des plats cette fois-ci, et peut-être même avec les personnes qui seront accueillies. Donc, premier module sur cet archipel, premier îlot, une cuisine professionnelle qui pourra aussi servir aux associations qui le veulent. Deuxième module, qui seront pilotés plutôt par le Mât, ce sera des cuisines partagées, donc ça me fait penser pas mal aux pôles alimentaires qui sont en train de pousser en même temps. C'est super intéressant. Ce serait de la mise à disposition de 3 cuisines de 40 mètres carrés chacune sur le même site pour des personnes qui n'ont pas de cuisine, donc notamment les personnes hébergées à l'hôtel.
Donc là, l'idée, c'est pas de fournir l'alimentation, mais de fournir l'endroit où faire à cuisiner. On pourra manger sur place ou juste préparer et puis repartir avec ce qu'on a préparé pour les enfants et manger ailleurs. Donc le premier module est inconditionnel, c'est-à-dire que c'est un accueil de tout le monde, des personnes à la rue, comme en gros pas de contrôle. Sur le deuxième, c'est plus sur orientation et ce sera notamment les personnes hébergées à l'hôtel que l'EMA, qui est l'association qui sera en gestion, connaît très bien. Et le troisième module qui est imaginé sur ce site, qui donc va commencer vers novembre de cette année, c'est 3 modules. Le troisième, c'est un café associatif où là, le public sera encore plus large parce que ce sera pour tout le monde, y compris vous et moi. L'idée, c'est d'avoir un endroit où on peut venir se reposer en journée aussi, où on peut venir prendre son café, être tranquille et puis rencontrer d'autres personnes. À terme, alors ces 3 modules-là, ils arrivent en 2022, mais à terme, en 2023-2024, il y a un travail de réaménagement global du parking. Il y aura des équipements sportifs, il y aura de la végétalisation, ce qui fait qu'a priori, il y aura beaucoup de monde différent sur ce qui est aujourd'hui un parking. Et l'idée d'avoir un café associatif, c'est aussi de penser dès le début comment on fait se joindre des personnes qui sont pas a priori, se croisent pas forcément facilement. Donc une cuisine professionnelle qui permettra d'améliorer la qualité et la quantité de la distribution alimentaire qui existe déjà, donc pour tout public. Des cuisines partagées pour les personnes qui seront hébergées à l'hôtel, qui sont hébergées à l'hôtel, et un café associatif pour tout le monde. Donc ça, c'est le projet. Et donc inauguration novembre 2022, vous êtes tous invités à venir faire la fête avec nous quand on vous en donnera la date. Pour ce qui est du lien avec la démocratie alimentaire, je dirais d'abord que il y a une stratégie plus large de lutte contre la précarité alimentaire qui a été menée à Villeurbanne, et elle a essayé de faire jouer, en tout cas de consulter très largement, et donc d'essayer de consulter les personnes en situation de précarité d'abord. Il y a un diagnostic, quelque chose comme ça, j'en ai quelques exemplaires si vous voulez, je peux vous en donner quelques-uns et prendre vos adresses si vous en voulez d'autres. C'est un diagnostic qui a été mené à l'échelle de Villeurbanne par une sociologue en allant questionner, en allant interviewer des personnes en situation de précarité pour savoir quelles étaient leurs situations, comment elles se nourrissaient, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui aurait été un plus pour elles. Et donc, premier élément du diagnostic, ça a été de parler avec les gens. Deuxième élément, on a parlé avec les associations, on les a fait venir en commission et on a essayé de travailler sur les constats qu'on avait eus avec les personnes en situation de précarité. Donc, on parle aux personnes précaires, en tout cas on a essayé, on parle aux associations et on en sort une stratégie de lutte contre la précarité alimentaire qu'on a proposée aux associations du territoire. Donc ça, c'est le premier élément. Et plus spécifiquement dans le tiers-lieu alimentaire archipel, dans l'archipel, on aimerait, alors on n'est pas spécialiste parce qu'on est un CCAS, on n'a pas forcément l'habitude de ça, mais on aimerait se faire accompagner pour qu'il y ait une véritable implication des personnes qui seront utilisatrices du tiers-lieu. C'est-à-dire que on en parle souvent, de faire en sorte que les gens s'approprient le lieu. Là, on aimerait vraiment qu'elle fasse partie de la gouvernance, c'est-à-dire qu'à terme, elles choisissent par exemple les futures activités qui pourraient arriver sur le lieu, qu'elles soient, par exemple, qu'il y ait un budget participatif qui sera réservé pour leur, par exemple, pour qu'elles votent un nouveau type de mobilier qu'elles voudraient installer, mais aussi qu'elle fasse partie de la gouvernance dans le sens où elle puisse dire voilà, on aimerait on aimerait faire développer un nouveau type d'approvisionnement. Aujourd'hui, dans le tiers-lieu alimentaire, il n'est pas prévu d'amener de la nourriture, pas spécifiquement, mais si demain les personnes disent que c'est super important et que elles le souhaitent, et on continuera à parler avec tous ceux qui travaillent sur des sources d'approvisionnement de qualité et on essaiera de faire le lien. Donc notre source de démocratie alimentaire, ce sera principalement ça, c'est-à-dire essayer d'inclure dans la gouvernance et d'impliquer les personnes usagères. C'est tout bon ? Merci, je vous laisse réfléchir à quelques petites questions et puis on pourra continuer à échanger sur le chemin de la visite.
En tout cas, merci encore à tous les intervenants. Voilà, je suis enthousiaste à l'idée de vous dire qu'on a dû choisir et qu'il y a plein d'autres initiatives qui auraient pu être présentées. On a cité le Secours catholique, on a cité Habitat Humanisme et d'autres acteurs qui avancent sur ces questions-là sur notre territoire. Bon, on a encore du chemin à faire ensemble, puisque Jérémy Camus l'a pas répété, mais on avait dans le cadre du diagnostic du projet alimentaire, étaient ressortis des chiffres clés assez pas inquiétant, mais en tout cas préoccupant, du fait que sur notre territoire, 30% des habitants estimaient ne pas avoir les moyens de s'alimenter correctement et 15% d'entre eux ne pas avoir les moyens de s'alimenter à leur faim, sachant que ce diagnostic a été fait en 2018, qu'on ne l'a pas refait récemment, mais qu'en échangeant avec les uns et les autres, on a l'intuition que ça ne s'est pas tellement amélioré vu les conditions externes. Voilà, mais pas mal d'initiatives qui, toutes mises bout à bout, offrent un panel de solutions qui répondent aussi sans doute à un panel de situations qu'on peut rencontrer sur notre territoire. Est-ce que vous avez des questions à adresser aux uns ou aux autres ? Oui, c'était une question pour Monsieur Tolo, parce que vous avez évoqué la collecte dans les grandes surfaces et puis directement on est passé aux AMAP. Et donc c'était pour rebondir sur ce que disait Loïc sur les effets pervers et pernicieux de ce système. J'y rajouterai aussi le fait que ça donne une norme sociale, ça donne une représentation de ce qu'on peut manger. Et ça, c'est aussi tout ce qui est les soubassements psychologiques de quand on est pauvre, de ce qu'on peut donner à son enfant ou pas, de ce qu'on choisit de donner à son enfant ou pas. Et quand je voudrais pas avoir des représentations particulières, mais c'est vrai que quand on travaille au quotidien avec ces personnes, on se dit pourquoi tant de produits gras, tant de produits sucrés, etc. Mais c'est aussi pour montrer à son enfant qu'on est dans la société et qu'on n'est pas si pauvre que ça et qu'on peut accéder au moins à ça. Bref, tout ça pour dire comment vous gérez cette question. Parce que j'imagine que les collectes dans les grandes surfaces, on en a besoin. Il y a de plus en plus de besoins, vous l'avez exprimé. Mais comment on fonctionne avec cette question ? Comment on le gère, c'est un peu le paradoxe tout le temps. C'est une augmentation du nombre de personnes qui sont à aider. Il faut peut-être une différence entre ce qui, pour moi, relève d'une collecte dans une grande surface et on va faire appel à la générosité des clients en donnant une liste et en choisissant, en demandant certains types de produits. Après, vous avez la partie qui est la partie ramasse, qui a été évoquée tout à l'heure, ou sur lequel on a les invendus. Donc les invendus, vous avez des choses qui peuvent être de la pâtisserie industrielle, ça peut être aussi des fois, même plus rarement, des fruits ou des légumes. Donc là, on subit complètement le système avec un système qui est celui, comme il a été évoqué, à un moment donné, d'une défiscalisation derrière. Je tiens, au fil des années, ce système de la ramasse est un système qui se détériore en termes de quantité et de qualité, parce qu'on a voulu aussi faire porter une partie de la loi, a voulu faire une grosse partie du gaspillage alimentaire sur les personnes en précarité et pauvreté. Le gaspillage alimentaire, c'est l'affaire de tout le monde. Les grandes surfaces, elles ont aussi mis en place des stratégies différentes aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez le jour J dans la grande surface de proximité de chez vous, vous aurez des choses qui seront à moins 60, 70% ou autre. Donc en fait, la grande surface préfère avoir de la trésorerie que de même aujourd'hui, plutôt que d'avoir un reçu fiscal qui arrivera dans le cadre de son impôt derrière. Donc il y a une vraie dégradation de ce qui relève des invendus, au-delà de la qualité de ce type de produits et de produits transformés. Ensuite, on touche à la question des représentations. On l'a beaucoup sur l'alimentaire, mais vous l'avez de la même façon sur les vêtements. On a fait plus de 11 000 vestiaires gratuits l'an passé pour des personnes. Voilà, la question de comment on s'habille, de ce que l'on a. À un moment donné, on a aussi ça sur la question des choix, des pratiques sportives ou des pratiques d'activités culturelles. Qu'est-ce que l'on peut offrir quand on est en situation de précarité en termes de licences? Voilà, les grands sports médiatiques sont des licences extrêmement chères.
Donc en fait, les familles sont tout le temps dans un choix contraint. Et elles le sont forcément de façon plus forte sur l'alimentaire parce que ça revient tous les jours. Notre association, elle fonctionne avec des bénévoles, 2000 bénévoles. Donc l'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut avoir des choses qui, au fil du temps, peuvent s'expérimenter, peuvent être complémentaires. Le défi, il est que c'est 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Quelle solidarité on apporte aujourd'hui sur le plan alimentaire, mais comme sur d'autres. La question de l'hébergement est dramatique également. La question de la santé également. Donc s'il y a des solutions sur ces différents axes, et qui ne sont pas du rôle que des associations, on ne peut pas non plus demander aux associations à chaque fois, alors il y a plus d'aide de pauvreté, qu'est-ce que vous allez faire sur le plan d'aide alimentaire? Non, aujourd'hui c'est justement d'arriver à essayer de trouver des solutions complémentaires. Avoir 2 jardins familiaux à l'Arbrel, ça ne va pas changer l'aide alimentaire et la solidarité alimentaire fondamentalement sur l'Arbrel et les personnes. Mais c'est une façon de le prendre en compte. Et tant qu'on continue de prendre en compte avec l'ensemble des associations qui se sont aussi, un certain nombre se sont développées dans le temps du Covid, justement pour essayer de trouver la façon de tous ces produits qui avaient plus de débouchés, de pouvoir les faire. Et elles continuent, elles perdurent aujourd'hui. Voilà, ça fait des acteurs locaux. Le Secours populaire, ce sont que des associations locales. Donc plus il y a des acteurs locaux et des associations locales, plus il y a du dynamisme, et surtout quand elles arrivent à intégrer et en tout cas à mettre en mouvement les personnes qui sont concernées. Mais on n'a pas de solution à ce niveau-là d'une façon générale, mais il y a à la fois la pression quotidienne de la consommation, de ce qu'on doit manger, de ce qu'on doit porter, de ce que l'on doit proposer comme activité, et ce que l'on peut faire, et souvent ce que l'on ne peut pas faire, parce qu'on ne peut pas, on n'arrive plus. Aujourd'hui, les gens, on a un sondage qui a été fait l'an passé, estiment avoir fait toutes les concessions financières qu'ils pouvaient. Aujourd'hui, ils ne savent plus sur quoi ils peuvent choisir pour encore rogner leur budget. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Du coup, moi, je voulais juste ajouter un point par rapport à ça. Il y a aussi une autre manière de, comme on disait tout à l'heure, une autre manière de voir l'aide alimentaire, de trouver des alternatives. Il y a plein d'expériences d'expérimentations qui sont en train de se mettre en œuvre. Les épiceries sociales et solidaires, tout à l'heure je me suis arrêtée à la moitié de la définition de mon truc, mais en tout cas le fait de mettre en place des lieux en mixité de public fait partie, à mon sens et à notre sens dans nos coopérations, fait partie d'une des réponses. On n'est plus dans des lieux stigmatisants qui ne sont réservés qu'à des personnes en précarité, mais qui sont des lieux ouverts, avec des produits qu'on essaye plus de qualité et qui sont accessibles à tous, personnes en précarité et autres. Et je pense que ça, c'est aussi une réponse à tout ça. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas qu'une, et c'est du long terme, et c'est effectivement l'affaire de tous, c'est pas que l'affaire du secteur associatif, c'est une affaire aussi politique, c'est une affaire citoyenne, mais il y a en tout cas, voilà, à mon sens, cette idée de la mixité qui est importante. Et juste en 10 secondes par rapport à la question, c'est aujourd'hui, par exemple, vous avez une entreprise qui fait des produits bio, mais qui n'est pas à un stade artisanal, qui devient une entreprise nationale ou multinationale, et qui vous propose des dons. Ben, on est sur la même question de la collecte de ces dons-là, qui vont avoir un reçu fiscal. Donc elle se pose, elle se déplace pour partie, donc il faut aussi l'avoir en tête. Et en tout cas, c'est des collectes que l'on a et que l'on fait aussi. Je rebondis, mais il y a quand même d'autres aussi manières de faire et des systèmes plus vertueux. Nous, GESRA, par exemple, on a mis en place une collecte avec les Biocop, où là, du coup, si on fait le parallèle, les banques alimentaires font des collectes dans les grandes surfaces. On se rend bien compte quand même que ces collectes, à un moment, elles enrichissent les grandes surfaces, puisque c'est des week-ends où ils vendent beaucoup plus de produits, et c'est eux qui prennent la marge de ces produits. Donc certes, ça permet d'approvisionner toute l'aide alimentaire. En même temps, on se rend bien compte que c'est les grandes surfaces qui engrangent à nouveau des marges sur des produits vendus. La collecte avec les Biocop, c'est le même principe, sauf que toutes les marges qui sont faites sur tous les produits qui ont été achetés par
par les citoyens sont rescannés et du coup, toutes les marges de ces produits sont reversées aux épiceries. Donc il y a aussi, et je pense qu'on peut tous se battre pour que, pas se dire finalement la défiscalisation c'est comme ça et ça permet d'eux et du coup on continue. Je pense qu'il y a toujours en fait d'autres manières de regarder les choses et d'autres manières de faire qui sont plus vertueuses, qui sont plus égalitaires. Enfin, tout à l'heure on parlait de justice sociale et alimentaire, c'est en passant par tous ces leviers qu'on y arrivera en fait. Et il y a des solutions, il faut les trouver, il faut les inventer. Et peut-être qu'il y a un moment aussi, il faut que les politiques et qu'il y ait des lois qui soient mises en place pour faciliter tout ça, pour que ça aille un petit peu plus vite. On prend une dernière question et puis après on prendra les autres sur le chemin. Alors, c'est pas une question, mais c'est plutôt une proposition. Dans le cadre des EPLE, donc les collèges, est-ce qu'il ne serait pas envisageable de conventionner dans le cadre du don alimentaire dans le cadre de la loi Egalim, la restauration collective est obligée de lutter contre le gaspillage alimentaire. Mais je sais que pendant le premier confinement, les collèges ont donné à la banque alimentaire. Ce n'est pas mis en place et je peux vous dire qu'il y a un gros travail à faire, notamment dans nos établissements sur le don, compte tenu de ce qu'on peut constater dans les poubelles. Voilà. Il y a les pistes à explorer. En tout cas, je sais qu'il y a certains établissements qui le font. La cuisine centrale de Villeurbanne donne, il me semble, notamment au Camion du Cœur en partie. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites pendant le premier confinement, mais aussi parce qu'il y avait du stock non présenté. Donc là, sanitairement, c'était plus facile. Ils avaient des choses dans les chambres froides, les collèges sont fermés, ils ont pu le transférer. Il y a un certain nombre de contraintes sanitaires pour des plats qui ont été chauffés, mais c'est sûr qu'on a des pistes à explorer pour faire ce maillon intermédiaire. Il y a des associations qui travaillent en particulier sur ce maillon, mais à nous de voir aussi comment faciliter ce don-là. Oui. Je peux dire un petit mot. C'était déjà sur une idée reçue qui est importante à dire, je pense, ici. C'est que on a souvent tendance à penser que dans les quartiers populaires, il faudrait éduquer à la bonne nourriture. Les enquêtes ont montré et ont démontré que tout le monde est convaincu de la nécessité de manger correctement et de donner une alimentation de qualité à ses enfants ou à sa famille ou à ses amis. Simplement, c'est l'accès qui manque dans les quartiers populaires. Donc ça, c'est quand même un premier point qui est important et notamment quand on fait des démarches d'animation autour du développement durable. En tout cas, à VRAC, au GESRA et dans d'autres, on essaie de mettre en avant justement les questions de dignité, de savoir-faire des gens, et plutôt que d'être dans une animation descendante qui viserait à apprendre aux gens à bien manger. C'est la première chose qui est importante. La deuxième chose, c'est que l'alimentation est un des premiers budgets qui est supprimé quand il y a une crise. Jérémy Canmu l'a dit au début de l'intervention, mais avec la double crise qu'on vit actuellement, économique après le Covid, et la crise, l'inflation aujourd'hui, c'est le budget alimentation qui prend, et notamment les questions bio qui, dans l'ensemble de la population, a diminué. Je ne sais pas si vous avez entendu parler récemment dans la presse, mais la vente du bio est en diminution ces derniers temps, et c'est quand même une première depuis sa mise en place. Et enfin, la réflexion qu'on mène dans le cadre de Territoire à vivre, c'est comment on peut nous accompagner à notre niveau cette transition finalement de l'aide alimentaire. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, au GESRA et à VRAC, on aime bien parler de parcours pour les personnes en situation de précarité. On a des personnes qui sont très précaires, d'autres moins précaires. Et cette idée qu'on essaie de proposer, c'est de dire qu'on pourrait être dans l'urgence alimentaire et commencer au Resto du Cœur, et ensuite aller au palier dans les épiceries sociales qui sont subventionnées avec des produits de qualité ou pas, en fonction des épiceries d'ailleurs, qui vont être proposés, et après peut-être terminer le chemin à VRAC, où nous on touche plus les travailleurs pauvres, parce qu'on vend des produits au prix qui coûtent, au prix auquel ils sont produits ou vendus par les producteurs, ce qui n'est pas accessible non plus à tout le monde. Cette idée, c'est de proposer ce chemin finalement autour de l'alimentation de qualité, de proposer une offre à tout le monde dans cette idée-là, et puis je dirais sur le long terme,
politiquement et à un niveau macro ce qu'on porte, c'est la réorientation de l'aide publique sur justement en sortant ces millions de la défiscalisation et en les proposant dans un système vertueux. Voilà. Et après, il y a plusieurs systèmes vertueux qui ont été évoqués avant sur la pro, quoi. Et peut-être qu'on peut parler après d'un revenu décent pour tous. Merci à tous. Oui, grand merci aux intervenants, grand merci à vous tous. Et comme vous le savez, on vous propose de poursuivre le chemin et donc de pouvoir échanger en marchant. Alors, on va avenue Paul Santi. J'ai un doute sur le numéro. Tout de suite. 83. On va au 83, mais évidemment, on peut y aller conjointement. Donc, on y va.